Alors, on a toujours, tous, déjà entendu cette phrase. En général, cette phrase, on l'entend quand on a un choix impossible. On a un choix impossible, on n'arrive pas à se décider, ça fait des heures qu'on se prend la tête sur ce choix-là. Et là, il y a toujours quelqu'un qui, en plus, c'est le pire, pense nous aider en disant Bah, t'as qu'à écouter ton instinct. « Bah oui, bien sûr », comme si c'était aussi facile, comme si c'est ce que j'avais envie d'entendre. Et pourtant, ça l'est. L'instinct, c'est ce pouvoir surpuissant qu'on a en tant qu'êtres humains. Le seul souci, c'est qu'aujourd'hui, il est un peu endommagé. Alors aujourd'hui, si tu le permets, on aimerait te raconter une histoire. Notre histoire, nous, c'est Camille et Ilyes. Et on aimerait te raconter comment on est parti à la reconquête de notre instinct grâce au voyage. On est passé d'un mode de vie sédentaire à celui de nomade, et on a vécu des choses qu'on n'aurait jamais imaginées. Comme par exemple, dormir dans une tente entourée d'animaux sauvages en Afrique australe, avec les lions qui rugissaient pas loin, et on s'est réveillé avec des girafes à 3 mètres du campement. Ouais. On a vécu avec des hommes armés dans une zone de guerre au Balouchistan, pendant plusieurs jours à dormir dans des casernes et à dormir dans des commissariats. Et aussi, on a parcouru des milliers de kilomètres sur des pistes scabreuses sur 3 continents, avec un véhicule en autonomie. Ouais, on a aussi fait des trucs plus simples, mais juste qu'on n'aurait jamais imaginé. Par exemple, crever une roue en plein milieu du désert de Namib avec personne autour en Namibie. Ou juste choper des maladies tropicales, ou encore apprendre à faire sa lessive, en fait, à la pompe au village avec tout le monde. Et ça, c'est des trucs qu'on n'aurait jamais pensé faire avant. Mais Et vraiment, là, nous revoilà au Pakistan avec notre copine Louisée. il y a Et- quelques mois, juste avant d'entrer en France, on se retrouve au Pakistan. Ouais. Et pour donner une idée plus générale du contexte, déjà, on y était en plein hiver. On était en plein hiver, en plus, nous, on a décidé d'aller dans le nord. Et le nord, c'est vraiment les conforts de l'Himalaya. Donc, on est à 3000 mètres d'altitude, il fait très très froid, il y a 3 mètres de neige à peu près partout, et on est dans ce qu'on appelle le KPK. KPK, c'est une région qui veut dire Khyber Pakhtunkhwa, c'est la terre des Pashtuns. Et plus précisément dans la vallée du Swat. La vallée du Swat, t'en as peut-être déjà entendu parler, et certainement pas forcément en bien. Ça a été pendant très longtemps le QG des talibans. C'est là où s'est passée la fameuse guerre du Swat. C'est là où on a tenté d'assassiner Malala. Et c'est encore là où les statues de Bouddha ont été dynamitées. Donc voilà, comme ça, tu as une idée à peu près générale du contexte. Alors nous voilà tous les trois dans cette région à l'histoire peu recommandable, dans une région où il fait très froid, à 3000 mètres d'altitude, sur des sentiers où il y a plus de 3 mètres de neige, et qui plus est en panne d'essence. Alors avec Camille, c'est pas la panique, on a l'habitude des imprévus sur la route, alors on se met tout de suite à chercher une solution. Voilà, on essaie d'être plein d'adaptations, et on va voir les villages aux alentours, et on demande de l'aide aux personnes sur qui on tombe. Et ni une ni deux, moi je me retrouve à l'arrière d'un pick-up, avec des inconnus qui me conduisent à la station d'essence la plus proche. Et donc, on se retrouve à deux avec ma copine brésilienne qui avait d'ailleurs jamais vu la neige avant. Et il fait hyper froid, donc on se dit, bah vas-y, on va pas rester dans la voiture, on va marcher. Alors, on commence à marcher dans le village, mais franchement, le village, il est hyper triste. C'est en plein hiver, donc il y a personne dans la rue, il y a de la neige partout, tout est un peu gris, aucune feuille sur les arbres. Et on est là, on marche, il y a personne. Et d'un coup, il y a un Pashtun qui vient à notre rencontre. Donc les Pashtuns, ils ont une image assez impressionnante que tu as peut-être déjà vue, on l'a beaucoup vue à la télé, et malheureusement, c'est toujours associé à cette image des talibans. Les Pashtuns, ils ont une grande barbe noire, ils sont très grands, ils ont un pakol qui est le chapeau traditionnel, et ils portent un châle en laine parce qu'il fait très très froid l'hiver. Et d'ailleurs, ce monsieur qui vient à notre rencontre, le seul qu'il y a dans la rue, il est armé. Il est armé et il nous propose de venir chez lui. Alors qu'est-ce que tu aurais fait toi? T'aurais accepté ou pas? Bah, notre copine Louisée, la copine brésilienne, elle nous a avoué après que déjà, de 1, elle aurait jamais suivi 2 mecs inconnus dans leur pick-up pour aller chercher de l'essence. Et de 2, elle aurait encore moins accepté cette invitation de ce monsieur qui était armé. Mais je sais pas, moi je le sentais, alors j'y suis allée. Et je pense que Louisée nous a suivis, elle m'a suivie, elle était certainement un peu dégoûtée de mon choix, mais c'était comme ça. Donc on a marché jusqu'à sa maison, et quand on a ouvert la porte, on a tout compris. Déjà sa maison qui était un peu lugubre, en travaux et tout, c'est parce qu'en fait elle était en travaux. Et à l'intérieur du salon, il y avait tous ces enfants qui étaient emmitouflés sous des couettes et qui regardaient la télé. Et sa femme qui nous a accueillis, elle était tellement heureuse de nous voir, elle nous a servi du thé, des gâteaux, des graines de son jardin. Bref, on a été les reines du monde avec Louisée pendant 2 heures. Et puisque tous c'est au village, ils ont fini par appeler les mecs qui étaient dans le pick-up avec Ilyes. Donc quand ils sont revenus avec de l'essence, ils ont amené Ilyes à la maison, on a passé un bon temps tous ensemble, et puis on est reparti avec un plein et plein de gâteaux et plein de bons souvenirs. Donc c'est une histoire qui finit bien. Ouais. Et des histoires comme ça, on dit pas ça pour se la raconter, mais on en a vécu des centaines. Et celle-ci, si on n'avait pas eu Louisée avec nous, on l'aurait probablement pas mémorisée. En fait, avoir cette personne qui nous apportait son regard extérieur et qui nous partageait à quel point nos décisions n'étaient pas les mêmes que les siennes, ça nous a fait réaliser que on avait une intuition
qui n'était clairement pas là avant le voyage et qui aujourd'hui guidait toutes nos actions. Et franchement, je ne sais pas ce qu'on ferait sans elle. Non. Et il y a 3 ans, avant le départ, on est parti il y a 3 ans, on n'aurait jamais imaginé faire ça et on n'aurait jamais imaginé écouter notre instinct à ce point, je pense. Il y a 3 ans, on avait un parcours tout ce qu'il y a de plus classique. On sortait d'études supérieures, on avait un petit job à côté pour financer les études, puis le diplôme, puis le CDI, et tout s'enchaîne comme ça. On le faisait parce que c'est un peu ce qu'il fallait faire. Et on le faisait parce que c'est ce que tout le monde fait, et on savait que ça était ce qu'il fallait faire, c'était comme ça, on suivait cette routine. Mais cette routine, en fait, elle nous épanouissait pas tout à fait. Et on cochait des cases. Alors, il y a eu la case diplôme, Check, la case CDI, check, la case on a un groupe social, des amis, on sort le soir, check, case fierté familiale. check. Et on avait beau tout cocher, en fait, on était toujours malheureux. Voilà, on était malheureux, mais il faut se dire que vouloir partir seulement 1 an après avoir été diplômé, ça paraît être comme un gros caprice. Ça paraît être comme un gros caprice parce qu'on est hyper privilégié de pouvoir faire des études et clairement, on n'avait rien pour se plaindre. Mais alors, on s'est fait violence, on a pris sur nous et on a continué dans cette routine finalement qui rendait tout le monde autour de nous heureux. Le seul problème, c'est que cette petite voix qu'on essayait de mettre à côté, et ben, au fur et à mesure des mois, elle prenait de plus en plus de place. Un peu exacerbée parce qu'on voyait sur les réseaux sociaux cette idée de tout quitter. Alors un jour, on apprend cette décision. On décide de partir. Mais quand tu prends une décision comme ça, à un moment donné, il faut choisir les modalités du départ. Pour tout quitter et pour partir, il faut d'abord savoir où partir. Aucune idée où partir. Et comment partir. Bah, je sais pas. Et surtout, pourquoi faire. Bah, parce que c'est comme ça, on avait envie, quoi. Et donc quand on présentait ce projet très construit à nos proches, ils nous disaient que ça n'avait aucun sens. Mais pour nous, c'était de rester, en fait, qui avait aucun sens. Donc si on revient un peu sur cette définition du mot, le mot instinct, qu'est-ce que ça veut dire? Instinct, ça vient du latin instinctus, et ça signifie l'impulsion. Alors les scientifiques, psychologues, ils sont pas trop d'accord encore sur la définition, parce qu'il faut savoir qu'on sait à la fois beaucoup de choses, et pas beaucoup sur ce don, en fait, ce pouvoir qu'on a. Ce qu'on sait, c'est donc que c'est un don, qu'il est inné et qu'on le partage avec toutes les autres espèces. C'est un peu ce qui nous maintient vivants, finalement. C'est ce qui nous fait marcher, courir, chercher à manger, vivre, protéger, aimer, bref, vraiment être vivant. Et c'est pas vraiment tangible, mais ça fait partie de nous, vraiment partie de nous, et ça depuis la naissance. Alors nous voilà, quelques mois après avoir pris notre décision, on se retrouve sur un continent complètement inconnu, à des milliers de kilomètres de chez nous, sans réellement savoir pourquoi on est là, sans savoir pour combien de temps on sera là. On savait juste qu'on voulait commencer une quête. Avant de partir, moi mes motivations, c'était de voir de la nature immaculée de l'homme. Je voulais voir des paysages sans personne dedans parce que je pensais que c'était ça qui me rendrait heureux. Et avant de partir, je voulais vraiment combler un vide, un peu ce truc dont on est privé en Occident, qui est la vie en communauté. J'avais besoin d'expérimenter ça. Et c'est comme ça qu'on se retrouve sur un continent où on n'a jamais voulu mettre les pieds. On s'est retrouvé en Afrique. Ouais. Et c'est assez intéressant de s'attarder sur ce choix de destination parce que moi, pendant toute mon adolescence, je rêvais que d'une chose, c'était d'aller en Asie du Sud-Est avec mon sac à dos et faire un voyage de 3-4 mois. Et je voulais retourner en Amérique latine à tout prix. Alors je sais même pas comment te dire aujourd'hui comment on en est arrivé là, pourquoi on a choisi l'Afrique australe comme point de départ vraiment de notre voyage. Mais tu nous vois un peu venir, c'était quand même certainement notre instinct. Quoi qu'il en soit, nous voilà sur le continent africain, en Afrique australe, sur le bout d'une péninsule en Afrique du Sud, sans savoir pourquoi on a mis les pieds là. On savait juste qu'on avait une folle envie d'apprendre. On est arrivé au constat que ce qu'on faisait avant, ça ne nous épanouissait pas assez, on avait envie de faire des choses avec nos mains, et surtout, on voulait devenir de meilleures personnes. Ça peut paraître un peu égoïste comme ça, mais on s'est dit que la meilleure façon pour le faire, c'était de faire des missions de bénévolat. Alors on commence à faire des missions de bénévolat. Pendant plusieurs mois, plusieurs semaines, on se met à vivre dans des fermes, des écoles, des éco-villages, des communautés, et on apprend un tas de savoir-faire. On apprend les principes de la permaculture, on apprend à reforester, on apprend à vivre avec les autres, et on apprend à enseigner aux petits-enfants. Et plus on apprenait des choses, plus on se rendait compte qu'en fait, ces savoir-faire, c'était pas eux qui nous nourrissaient. C'était les rencontres qu'on faisait. C'était à travers nos hôtes, les personnes qui nous accueillaient chez eux, les personnes avec qui on partageait notre quotidien. Et à travers leurs histoires, leurs rêves, petit à petit, c'était notre histoire qui prenait du sens. Et c'est comme ça que petit à petit, la brume s'est levée sur notre quête. Notre quête, elle a commencé à avoir un sens. Et notre sens, on s'est dit qu'on le trouverait dans les rencontres. Notre quête, elle a commencé à avoir un sens. On s'est rendu compte que ce qui nous rendrait heureux, ce ne serait pas de rentrer en France pour faire un potager. Ce qui me rendrait heureux, ce ne serait pas d'aller voir des paysages sans personne dedans. On trouvait notre bonheur dans les rencontres. Alors on s'est mis à la recherche d'un véhicule qui nous permettrait de voyager en autonomie
sur ce merveilleux continent. On voulait vivre, manger et pouvoir aller où on voulait. Avec toujours ce but, notre voyage, maintenant, il avait un but, c'était de rencontrer des personnes. Et aujourd'hui, c'est un peu embarrassant de te le dire, mais on a développé une addiction. Une addiction qui nous a fait parcourir 50 000 km sur 15 pays et sur 3 continents. Aujourd'hui, on est addict aux belles rencontres. Et en fait, à travers ce voyage, à travers la route, les péripéties, les rencontres, on a réussi on a fait plein de trucs, mais notamment on s'est questionné beaucoup. On a été curieux, on s'est émerveillé, on a appris à entendre, réappris à voir, réappris à sentir. Et en fait, à travers toutes ces choses, et vraiment sans s'en rendre compte et avec le temps, on a réussi à réparer notre instinct. Alors aujourd'hui, on se connaît bien. On sait ce qu'on aime et on sait ce qu'on n'aime pas. On sait ce qui nous fait du bien et on sait ce qui nous fait peur. On sait quand rester à un endroit et quand on se dit non, là, il faut vraiment partir, il faut y aller. On sait à l'avance si quelqu'un, en le voyant, on peut dire s'il nous veut du bien ou s'il nous veut du mal. Bon, c'est pas encore parfait et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on continue à voyager. Mais un instinct, en fait, c'est ça s'entretient en permanence, ça évolue et il faut toujours le nourrir, toujours faire attention. Mais aujourd'hui, il nous guide et franchement, sans lui, je sais pas où on serait, mais on serait certainement pas là où on en est aujourd'hui. Et grâce à cet instinct, on fait quelque chose qui aujourd'hui nous rend extrêmement heureux. Aujourd'hui, on fait des rencontres, on écoute leur histoire, on partage leur voix à travers l'écriture, la vidéo et les images. Et ça, aujourd'hui, c'est devenu notre métier. Il n'y a rien de plus merveilleux que ça. Et pourtant, c'est ce qu'on fait. On est des youtubeurs, on crée des films qu'on partage sur une plateforme qui s'appelle YouTube. Et ça, franchement, c'était pas gagné parce qu'on n'avait aucune compétence en audiovisuel. Et comme plein de choses depuis ces 3 dernières années, eh ben, on a réalisé quelque chose d'inattendu. Mais il y a encore plein d'autres choses qu'on a réalisées qui étaient inattendues. Par exemple, si je t'avais dit qu'on roulerait depuis l'Afrique du Sud jusqu'au Caire en voiture. Non, c'est un peu trop loin. Si je t'avais dit qu'on vivrait 3 ans, tous les deux, dans un véhicule. Non, là, on allait s'entretuer, c'est sûr. Ouais. Et faire des rencontres, faire des belles rencontres avec des personnes inspirantes. Et pourtant, on parle pas la même langue, on parle même pas l'anglais en commun, ça devient nos amis. Je t'aurais dit que c'était impossible. Ouais. Et puis réussir à gagner notre vie, à subvenir à nos besoins, tout en faisant un métier passion, un métier qu'on aime, en voyageant et en faisant des rencontres. Bah, c'est le rêve, mais c'est presque impossible. Alors on ne dit pas que tout est parfait, on ne dit pas que c'est simple tous les jours, on ne dit pas qu'on est heureux tous les jours, et on ne dit surtout pas qu'on est des modèles à suivre. Nous, tout ce qu'on essaie de dire, c'est que cet instinct qu'on a retrouvé, aujourd'hui, il est tellement précieux qu'on ne veut pas le lâcher. Parce qu'il est finalement assez fragile. Cette petite voix, à tout moment, elle peut retourner dans le petit coin dans lequel elle était pendant des années. Ça demande en fait une perpétuelle capacité d'adaptation. Il ne faut pas avoir peur de l'inconnu, et il faut être capable de l'écouter parce qu'elle t'emmènera sur des sentiers qui parfois sont loin d'être confortables. Mais nous, on est convaincus qu'on va continuer à la suivre. Parce que c'est grâce à elle qu'aujourd'hui, on a trouvé un sens à notre vie. On sait pourquoi on est là. Ce sens, on le trouve dans les rencontres. Et on s'attribue un rôle qui est celui de transmetteur. Et avant de te quitter, on aimerait te transmettre quelques messages que nos rencontres sur la route nous ont appris. Elle, c'est Néné. Et Néné, elle habite dans le nord-ouest de l'Afrique du Sud. Et dans son village, elle œuvre tous les jours pour que tout le monde trouve sa place. Et lui, c'est Lloyd. Lloyd, il est juste incroyable. On l'a rencontré en Zambie. Il habite à Livingstone, au pied des chutes Victoria. Et Lloyd, avant, c'était un bûcheron. Il coupait des arbres. Et un jour, il a eu une prise de conscience. Il s'est dit, mais je fais du mal à la nature, il faut que je rembourse ma dette. Et tous les jours, depuis ce jour-là, il rembourse sa dette en plantant des arbres. Il en a partout dans son jardin. Il n'a même pas de terrain encore parce qu'il n'a pas de sous, mais il nous l'a dit droit dans les yeux, un jour, j'aurai une forêt. Lui, c'est Jimmy. Jimmy, c'est un bénévole, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, alors qu'il est diplômé d'une des plus grandes écoles de son pays, au Malawi. Et lui et toute son équipe, c'est des jeunes diplômés, et ils sont bénévoles tout le temps pour essayer de créer une association qui améliorerait le bien-être de leur région, dans le nord du pays. Alors là, après, on a Amin. Amin, on l'a rencontré au bord de la mer Caspienne, dans la région de Gilan, en Iran. Et Amin, il est juste extraordinaire. Il recueille tous les animaux qui sont soit sauvages, soit abandonnés, ou qui ont été tirés dessus par des chasseurs, ou etc., etc. Et il les soigne bénévolement, évidemment. Il fait ça toute la journée, il ne touche pas un sou dessus. Et ça, malgré en plus la pression qu'il peut avoir de son entourage et des voisins qui n'aiment pas trop cette activité où il y a plein d'animaux bizarres qui passent dans son jardin. Lui, c'est Mohamed. Mohamed, il était installé en Allemagne, il avait une vie très confortable, et pourtant, il est retourné dans son pays d'origine, et il s'est installé dans un village de pêcheurs. Il est devenu prof de plongée, et il consacre tout son temps à sauver les requins du golfe Persique. Et enfin, lui, c'est Ayoub. Et Ayoub, il nous a particulièrement touchés. On l'a rencontré au Baloutchistan, qui est une région avec très peu d'infrastructures et notamment des gros problèmes par rapport à l'éducation.
Et Ayoub, avec tous les habitants de son village, toutes les familles, ils ont économisé, ils ont mis une petite part de leur argent de côté pour construire une école pour que leurs filles puissent aller à l'école. Et toutes ces rencontres, tu vois, elles peuvent ne rien avoir à faire ensemble comme ça parce qu'elles viennent pas des mêmes milieux sociaux, ils n'ont pas la même culture, ils parlent pas la même langue, ils viennent pas forcément du même pays. Et pourtant, si, ils ont un truc en commun. C'est qu'à un moment donné, dans leur vie, ils ont décidé de se poser des questions. Ils ont décidé d'être curieux. Ils ont décidé de réapprendre à voir, à s'émerveiller, à écouter, à sentir. Et à partir de là, ils ont décidé d'agir. En fait, ils avaient des motivations différentes. Il y en a qui voulaient protéger la nature, il y en a qui voulaient protéger ceux qu'ils aiment, il y en a qui voulaient tout simplement se protéger eux-mêmes. Et malgré ça, ils n'avaient pas de ressources, pas de soutien, pas de légitimité. Ils savaient juste qu'il y avait une impulsion à l'intérieur d'eux-mêmes. Et nous, on trouve qu'ils avaient tous un don. Et une fois qu'ils ont réussi à écouter cette impulsion, ils n'avaient plus qu'à agir dans ce sens. Et pour nous, ce don qu'ils avaient en commun, c'était leur instinct. Merci.